Alors Patrick est ingénieur super-héros. Il a occupé de nombreuses fonctions industrielles dans l'aéronautique et la défense, depuis la production jusqu'aux ressources humaines chez Airbus et MBDA. Il préside maintenant EuroISAE, acteur de référence de la formation continue dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Et d'ailleurs, on en profite pour le remercier de sa contribution pour l'organisation de notre colloque. Et il est également le président de la commission éducation-formation de l'Académie de l'air et de l'espace. Il va nous parler des experts. Patrick, à toi. Oui. Est-ce que je peux pointer? Non, c'est pas ça. Est-ce que la présentation est prête? Parce que je vais présenter pour que ce soit plus facile à suivre ce que je vais raconter. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça ou l'autre? D'accord. Voilà. Alors, effectivement, pour introduire le lien entre expertise et IA, je vais présenter un petit peu comment est né ce que rappelait le Gallois tout à l'heure, cette notion de filière expert, et comment on est arrivé à la constituer et à construire la notion aussi de domaine d'expertise, qui est un mot qu'on n'a pas encore beaucoup prononcé peut-être ce matin. Donc, dans les années 90, on s'est aperçu que les gens qui avaient des connaissances techniques très développées et qu'on appelait déjà des experts, avaient, en termes de déroulement de carrière, des difficultés à monter les hiérarchies pour avoir donc des promotions et des salaires correspondants, parce que la seule façon qui paraissait naturelle de promouvoir les gens, c'était de leur donner des responsabilités de management. Et quand on donne des responsabilités de management à un expert, ça peut très bien se passer parce que les experts peuvent avoir la double compétence d'expertise et de management, mais ce n'est quand même pas la majorité des cas. Et la majorité des cas, c'était des experts qui, en tant que managers, étaient de mauvais managers. Et en tant que mauvais managers, ils ne faisaient plus leur métier d'expert, donc on perdait en plus la notion d'expertise. Alors, les experts, c'est quelque chose de rare, et si on leur demande de faire autre chose que de l'expertise, c'est encore plus rare. Donc on voyait bien qu'il y avait une ambiguïté à dire on veut des experts, mais on veut leur favoriser quand même un déroulement de carrière. Alors, juste pour rappeler un petit peu aujourd'hui, enfin à l'époque, mais aujourd'hui encore, ce que peut faire un ingénieur dans une entreprise, il peut aller vers un métier de manager à un moment donné, quand il sort de la technique. Il peut aussi manager des grands projets. Et ce qui était intéressant, c'est de dire, mais ceux qui sont déjà importants dans le métier de l'expertise, on va faire pour eux quelque chose de nouveau. On va faire une filière. La filière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un certain nombre de niveaux, donc 1, 2, 3, alors on les appelait juniors, seniors, experts, il y a eu plein de noms différents suivant les entreprises, suivant les époques, mais l'idée c'était de dire, il faut qu'on détermine ce qui permet à un expert d'être reconnu dans l'entreprise, et c'est important qu'il soit reconnu dans l'entreprise en entier sur son domaine d'expertise, mais également à l'extérieur de l'entreprise. Donc, le niveau 1, ce n'est pas encore des experts. Le niveau 1, c'est des ingénieurs qui sont déjà dans un domaine technique où ils sont déjà très bons, et ça va constituer une sorte de vivier pour aller vers un niveau 2 et un niveau 3, qui là est le summum de l'expertise. Donc voilà un petit peu l'idée. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on était en train de définir des expertises. Alors, on est passé de l'expert à l'expertise en partant de l'expert. Et c'est important, on va le voir tout à l'heure, pourquoi il faut faire aussi dans l'autre sens. Alors, l'expertise, plusieurs questions sur l'expertise. Est-ce que l'expertise dont on parle, elle est nécessaire dans notre entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas développer un expert en charcuterie dans une entreprise qui n'est pas une entreprise de charcuterie? Ça ne sert à rien. Il faut développer des experts là où les métiers sont importants. Donc la notion
d'expertise était nécessaire. Ensuite, est-ce que cette expertise est publiable? Là, ça rencontre une autre dimension qui est la confidentialité que l'on veut donner à certains domaines techniques pointus, pour lequel est-ce qu'à l'extérieur de l'entreprise, on veut dire ou pas ce qu'on est en train de faire sur des projets qui peuvent être assez confidentiels. Et enfin, le troisième sujet, l'exhaustivité de l'expertise. On est parti des experts, c'est-à-dire qu'on a défini des gens dans l'entreprise qui avaient telle expertise, telle expertise, telle expertise. Donc en face d'eux, on a fait une liste d'expertise. Mais qui nous dit que cette liste est exhaustive? Qui nous dit qu'il y a peut-être une expertise qu'on n'a pas identifiée parce qu'il n'y a pas d'expert et pour lequel il faut investir dans un expert? Et cet investissement-là, il est considérable. Parce que l'expert, ce n'est pas quelqu'un qu'on embauche par rapport à un CV où il y a marqué sur le CV « je suis expert en ça, donc je vais être embauché là-dedans ». L'expert, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui connaît son domaine depuis des années, qui l'a approfondi depuis des années. Et il nous faut pourtant trouver des gens qui, à un moment donné, vont pouvoir s'investir dans une expertise pour laquelle il faut énormément de temps. Donc l'exhaustivité des expertises, c'est ce qui a conduit dans un deuxième temps, et là on est en gros dans les années 2000 historiquement, quand on a commencé à identifier dans une entreprise qu'est-ce qui est important de valoriser à l'intérieur de l'entreprise comme domaine d'expertise. Et finalement, je reviens en arrière, finalement, l'expert, qu'il ait une compétence technique, ça va de soi, il n'y a même pas besoin de le dire. Mais il y a d'autres compétences qu'il va falloir qu'il développe ou qu'il acquiert. Il y a une dominante économique dont on ne parle pas beaucoup dans le métier technique, parce que la technique, ce n'est pas faire simplement des belles choses techniques. Il faut qu'à la fin, ce qu'on va développer, ça se traduise dans un produit, que ce produit, il plaise à des clients, que ce client achète le produit. Donc l'économie à l'intérieur d'une technologie doit être un élément qu'il faut prendre en compte pour faire évoluer le produit final. Mais l'expert également, quand on va lui demander de valider, de donner des conseils, d'expliquer, de dire pourquoi ça c'est bien, ça c'est moins bien, il va falloir qu'il développe deux compétences importantes, des compétences de leadership et des compétences de communication. Alors, les compétences de leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un expert est autour d'une table, à l'intérieur d'une décision technique, avec le patron du programme, avec les grands responsables techniques qui sont en train de réaliser un produit, l'expert, il est le patron de personne de ces gens-là. L'expert, il est reconnu pour son expertise, mais il n'est pas le patron du patron programme, il n'est pas le patron des ingénieurs qui sont là, il est beaucoup plus libre dans l'organigramme de la société. Mais cette liberté doit être compensée par une capacité d'influence et de leadership qu'il lui faut développer pour pouvoir dire ce que je dis moi, c'est important et ce n'est pas parce que je suis votre chef que vous êtes obligé de me suivre, c'est parce que ce que je dis, vous savez que c'est important et que vous allez me suivre. Ça, c'est déjà du leadership. Et autant on parle de leadership pour des managers, autant la capacité de leadership pour les experts existe également. Et enfin, la communication. La communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son domaine qu'il maîtrise parfaitement sans doute, il faut qu'il explique à des gens qui le connaissent beaucoup moins. Notamment quand on est sur des produits où les techniques sont variables. Quand vous avez autour de la table des gens spécialistes de systèmes électroniques et d'autres de matériaux, ce n'est pas les mêmes domaines d'expertise. Donc ces gens-là, quand ils entendent un expert parler, il faut qu'ils comprennent ce qu'il dit. Il faut que l'expert soit capable de se porter à la hauteur des gens à qui il parle pour pouvoir communiquer avec eux et se faire comprendre. Voilà en gros la mission de l'expert. Alors, quelques questions maintenant par rapport à l'expert. Alors, première question, est-ce qu'on a réussi en faisant ça à rendre attractif la filière expertise, est-ce qu'on arrive à attirer les experts? C'est important parce que ce que l'on voit ces dernières années, c'est des ingénieurs qui arrivent dans l'entreprise et qui veulent très vite acquérir des rôles différents, changer, découvrir le monde de l'entreprise, le monde du produit, et ne pas suffisamment longtemps labourer là où ils sont dans leur technique pour la maîtriser complètement. Le rôle d'expert, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au bout d'un an, au bout de 3 ans, ou de 5 ans. C'est des années, voire des décennies. Et la plupart des experts
doivent prendre du temps pour ça. Mais grâce à cette filière expertise dont on vient de parler, on peut expliquer à un jeune qui arrive que son avenir à lui, s'il aime la technique et s'il a envie d'investir dans la technique, ça peut être la filière expertise. Deuxième point, c'est une fois qu'on a notre cartographie d'experts dans l'entreprise et qu'on est content qu'elle soit complète, eh ben en fait, elle n'est jamais complète. Parce que, d'une part, on vient de dire, les experts, il leur faut des décennies des fois pour avoir leur rôle, et puis des décennies, ça veut dire qu'à un moment donné, ils arrivent à la retraite, ces gens-là. Et donc, autant, quand ils arrivent à la retraite, ils la méritent comme les autres, mais autant, il faut l'anticiper. Alors, on peut effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Louis Gallois, dans certaines entreprises, il y a des entreprises qui gardent un lien avec leurs experts une fois qu'ils sont portés à la retraite, mais ce n'est quand même pas une généralité. Autant la préparation d'un remplacement à la retraite d'un expert, ce n'est pas quelque chose qui se décide 3 mois avant ou 6 mois avant même. C'est des années avant qu'il faut commencer à identifier les remplacements. Et grâce à la filière justement expert, on peut, avec les experts juniors, les plus jeunes, commencer à les faire monter en puissance. Troisième question, quand on a inventé et mis en place la filière expert dans les années 90, on n'avait pas encore les dernières générations, dont vous faites partie peut-être dans la salle, certains, c'est qu'on appelle aujourd'hui Y et Z, et je ne sais pas la suivante, mais la suivante, je pense qu'elle n'est pas encore sur le marché du travail, c'est quel est l'impact des nouveaux, des nouvelles générations par rapport à leur regard sur l'expertise. Et en fin de compte, c'était à la fois un regard positif, puisque c'est des jeunes qui sont déjà habitués aux outils numériques, qui sont déjà habitués aux bases de données, qui sont déjà habitués au langage des algorithmes et qui savent comprendre tout ce qui se passe dans l'approfondissement d'une technique. Mais en même temps, ce n'est pas toujours des jeunes qui ont envie de s'investir dans une technique pour 10 ans. Et donc, c'est une difficulté, c'est comment on arrive malgré tout à en fidéliser quelques-uns. Quatrième question, en quoi les nouvelles technologies font évoluer la filière expert? Alors, avant de parler d'intelligence artificielle, disons déjà que quand on a mis en place les filières experts dans les années 90, c'était le début, pour ceux qui s'en rappellent, où on avait des ordinateurs portables sur son bureau et que pour certains, on pouvait en plus emporter chez soi pour continuer à travailler si besoin à la maison. C'était une nouveauté, donc on avait la capacité avec un outil qui était plus important et plus imposant qu'un cahier à spirale, qui existe toujours, je crois, quand je vois les gens travailler encore aujourd'hui, mais n'empêche qu'avec un ordinateur portable, on pouvait déjà mettre de la matière et de l'information et du réseau à l'intérieur des outils. Donc les outils numériques qui se sont développés ensuite avec l'apparition des réseaux à l'intérieur des entreprises et puis les smartphones, etc., ont permis d'avoir une capacité de lien de plus en plus importante. Et donc aujourd'hui, avec tous ces outils de calcul qui se sont développés notamment en termes de simulation, ça a permis aux experts, avant de valider une solution technique, de pouvoir la simuler et de regarder en fonction des options qu'est-ce qui peut se passer. Ça a permis aussi de mieux communiquer entre experts. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que même si un expert est très spécialisé dans son domaine et que l'autre expert, c'est dans un autre domaine, ils ont quand même des choses à se dire entre eux. Les réseaux d'experts, on avait mis ça en place à l'époque côté aérospatial, c'était de permettre aux experts d'échanger sur leurs difficultés d'exercer leur métier en échangeant entre eux, même s'ils ne sont pas nécessairement compétents, chacun dans tous les domaines. La question suivante, c'est effectivement, aujourd'hui, l'objet de ce colloque, et l'intelligence artificielle là-dedans, qu'est-ce que ça apportera, ou qu'est-ce que ça apporte déjà sur la question? Est-ce que, grâce à l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin d'experts, puisqu'on appuiera sur un bouton et l'intelligence artificielle dira c'est ça la bonne solution technique. Et heureusement, on l'a entendu ce matin, que ce soit par Patrick Géliron ou d'autres, c'est sans doute pas ça la bonne solution. Et puis on va l'entendre tout au long de la journée, donc je ne m'appesantis pas maintenant sur la question. Enfin, sixième question qu'on s'est posée dans les sociétés qui ont développé des filières d'experts, c'est est-ce que l'expertise est externalisable? Est-ce que l'expert est externalisable? En gros, est-ce que je peux sous-traiter l'expert,
C'est-à-dire, au lieu de l'avoir à l'intérieur de l'entreprise, l'avoir quelque part dans une entreprise qui s'appellerait Expert Co. Et cette entreprise fournirait des experts à qui le souhaite dans des domaines très particuliers. Par exemple, dans le domaine des matériaux, l'entreprise où je vais avoir un expert sur les matériaux n'est pas nécessairement la seule qui utilise les matériaux. Toutes les entreprises qui fabriquent des produits ont besoin de bien maîtriser les matériaux. Donc, est-ce qu'un expert matériaux pourrait être commun à plusieurs entreprises? Bon, il est évident que la réponse est sans doute non, ne serait-ce que pour garder à l'intérieur de l'entreprise cette capacité d'avoir quelqu'un qui sait prendre la bonne décision par rapport à un historique de l'entreprise, qui ne peut pas être externe pour faire ça. Voilà, mais ça pourrait être l'objet d'une autre discussion. Voilà donc ce que je voulais vous présenter en quelques mots sur l'histoire des filières experts, l'histoire des cartographies d'expertise et les questions que ça soulève, notamment la question vis-à-vis de l'IA. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a quelques questions pour Patrick? Juste un commentaire, Patrick, sur le dernier point, externalisable. Ta réponse est la bonne, mais quand on a des ennuis, quand on a par exemple un accident et qu'on souhaite dans le domaine de l'aéronautique le résoudre et comprendre le plus vite possible, il y a des groupes d'experts qui viennent de différentes sociétés, voire de différents organismes, qui sont constitués pour une durée limitée, pour quelques mois, et qui ensuite déposent leurs conclusions. Et ça a un avantage d'apporter un œil neuf par rapport à ceux qui ont conçu le système, l'avion, etc. Merci beaucoup Lionel de ce complément. D'autres questions? Je voudrais savoir s'il y a en fait la relation entre ça et les notions d'audit, audit interne, audit externe dans les entreprises. Merci. Alors, les notions d'audit ne sont pas du tout liées aux notions d'expertise. L'audit, ça va être d'identifier par rapport à une problématique donnée s'il y a des écarts par rapport à un processus, s'il y a des non-conformités, si on pourrait travailler mieux. Donc on est plus dans le domaine de l'organisation ou des modes de fonctionnement. L'expert, c'est celui qui va pouvoir valider une décision technique, hein, et donc qui va pouvoir apporter un éclairage technique fort sur un programme. Je voudrais ajouter un mot, si vous permettez, Patrick Tégédor. Oui, il y a un lien quand même audit expert. Quand vous achetez une entreprise, vous faites un audit technique de l'entreprise et vous y envoyez vos meilleurs experts pour savoir comment quel est le niveau de l'entreprise. Et certains grands d'acquisition d'entreprise, c'est parce que l'audit technique n'a pas été bien fait. Et il y a un exemple fameux, rachat de ABB par Alstom. L'audit technique n'a pas été fait dans de bonnes conditions. Celui qui avait une masse de contentieux techniques considérable au sein de la division d'ABB qu'ils achetaient et qui a plombé les comptes d'Alstom de manière extrêmement sérieuse. Donc oui, il y a un lien maintenant, alors que se développent les acquisitions d'entreprises, il y a un lien entre expertise et audit de la technique de l'entreprise que vous achetez.